Un jour, sans prévenir, vous vous regardez dans le miroir et ce n'est pas votre visage qui vous frappe, c'est votre regard. Ce regard. Ever, est-ce que je suis encore vivant? Ou simplement en train de survivre? Vieillir ne commence pas dans les rides. Il commence le jour où l'on cesse d'espérer, le jour où l'on cesse de croire que demain peut encore être beau. Et voici la vérité que personne ne vous dit assez fort. Après 60 ans, il est encore possible de ralentir le temps si l'on change ses habitudes. Pas avec des pilules miracles, pas avec des promesses creuses, mais avec 5 gestes simples, profondément humains. Depuis toujours, on nous a appris à voir le vieillissement comme une pente glissante, une descente lente, mais inévitable vers la perte, la faiblesse, l'effacement. On parle de l'âge comme d'un ennemi silencieux qui s'installe sans bruit et contre lequel on ne pourrait rien faire. Pourtant, cette vision est incomplète et parfois même injuste, car vieillir n'est pas seulement une affaire de temps qui passe, mais aussi une manière d'habiter ce temps. Chaque être humain vieillit, mais chacun ne vieillit pas de la même façon. Certains semblent s'éteindre bien avant que leur corps ne lâche, tandis que d'autres continuent à rayonner longtemps, après que leurs cheveux aient blanchi. Cela nous oblige à poser une question essentielle. Si l'âge était une fatalité, pourquoi ces différences si marquées entre les individus du même âge? Le vieillissement n'est pas un mur contre lequel on se cogne brutalement. C'est une trajectoire, un chemin que l'on parcourt jour après jour, souvent sans y prêter attention. Et comme tout chemin, il peut être parcouru de différentes manières. On peut le traverser courbé, les yeux rivés au sol, ou bien la tête relevée, attentif à ce qui reste beau, possible, vivant. Influencer sa trajectoire ne signifie pas refuser l'âge. Cela signifie refuser de se réduire à son âge. Il ne s'agit pas de nier les changements du corps, ni d'exiger de soi une jeunesse éternelle. Il s'agit plutôt de choisir comment on traverse ces changements. Le corps ralentit peut-être, mais l'âme, elle, peut continuer à s'élargir. Beaucoup de personnes âgées disent un jour « Yogo à mon âge, ce n'est plus pour moi. » Et pourtant, cette phrase marque souvent moins une réalité biologique qu'une résignation intérieure. Ce n'est pas l'âge qui ferme les portes, mais la croyance que ces portes sont fermées. Lorsque l'on cesse de croire que quelque chose est encore possible, on vieillit brutalement, même si le corps tient encore debout. Influencer sa trajectoire, c'est d'abord reprendre une part de responsabilité sur sa manière de vivre le temps. Ce n'est pas se blâmer pour les rides, les douleurs ou les pertes, mais refuser que ces éléments deviennent toute l'histoire, car une vie ne se résume jamais à ce qui se détériore, mais aussi à ce qui se transforme, se déplace, s'approfondit. Il existe une forme de vieillissement qui appauvrit et une autre qui enrichit. Le premier accumule les renoncements, les peurs, les replis. Le second accumule les expériences, les compréhensions, les nuances. Et bien souvent, la différence entre les deux ne tient pas aux années, mais à l'attitude intérieure face à ces années. Quand on parle d'influencer le vieillissement, on ne parle pas de tout contrôler. Il y a des choses que l'on ne maîtrise pas. Les maladies, les accidents, les pertes. Mais il y a aussi un vaste territoire où notre liberté reste entière. Notre manière de réagir, de ressentir, d'interpréter, de choisir ce que l'on nourrit en soi. 2 personnes peuvent vivre la même épreuve après 60 ans. Une séparation, un deuil, une retraite, une maladie. L'une s'effondre intérieurement, l'autre, malgré la douleur, se redresse peu à peu. Ce qui change, ce n'est pas l'événement, mais le sens qu'on lui donne. Et ce sens transforme profondément la manière de vieillir. Influencer sa trajectoire, c'est aussi comprendre que le temps ne fait pas que nous user. Il nous façonne. Il polit certaines aspérités. Il révèle certaines forces silencieuses. Il nous apprend parfois la patience, parfois la tendresse, parfois la lucidité. Ce travail intérieur peut continuer bien après 60 ans, parfois même mieux qu'avant, car on n'est plus dans la précipitation de la jeunesse. Il y a une beauté particulière
dans le vieillissement assumé, conscient, habité. Une beauté qui ne tient pas à l'apparence, mais à la présence. Certaines personnes âgées dégagent une paix, une profondeur, une humanité qui apaise simplement par leur regard. Elles ne sont pas jeunes, mais elles sont vivantes, intensément présentes à ce qu'elles sont. Lorsque l'on accepte que le vieillissement est une trajectoire influençable, on cesse d'attendre passivement que les années fassent leur œuvre. On redevient acteur, même à petite échelle. On choisit encore ce que l'on cultive. L'amertume ou la gratitude, la peur ou la curiosité, la fermeture ou l'ouverture. Chaque jour, même après 60 ans, même après 70 ans, nous continuons à écrire une partie de notre manière de vieillir. Pas avec de grands gestes spectaculaires, mais avec des micro-choix invisibles. Ce que l'on pense en se levant, la manière dont on parle à quelqu'un, la façon dont on accueille une difficulté, l'attention que l'on porte à ce qui reste beau malgré tout. Vieillir devient alors moins une chute qu'un déplacement. On ne court plus comme avant, mais on voit parfois mieux. On ne porte plus autant, mais on comprend souvent plus profondément. On ne possède plus autant, mais on sait mieux ce qui compte réellement. Et dans ce déplacement, il existe une immense liberté, celle de ne pas être prisonnier d'une seule définition de l'âge, celle de refuser que le nombre d'années vécues dicte entièrement la qualité des années à venir, celle de continuer à se transformer intérieurement tant que la vie circule encore en soi. On croit souvent que ce sont les muscles qui nous portent, que ce sont les articulations qui nous permettent d'avancer, que ce sont les organes qui déterminent notre vitalité. Pourtant, après 60 ans, ce n'est plus le corps qui décide en premier, mais l'esprit qui l'habite, car un corps fatigué porté par un esprit vivant va souvent plus loin qu'un corps intact porté par un esprit éteint. Il y a une force silencieuse que l'on sous-estime, la manière dont nous pensons notre âge. Deux personnes du même âge, avec des capacités physiques similaires, peuvent vivre des réalités totalement opposées, simplement parce que leur rapport intérieur à la vieillesse est différent. L'une se voit comme Yoda Finio, l'autre comme Yoge, encore en chemin Ye, et ce simple regard intérieur transforme chaque geste du quotidien. Après 60 ans, le mental devient une sorte de chef d'orchestre invisible. Il ne crée pas les limites physiques, mais il décide de la manière dont on les traverse. Une douleur peut être vécue comme un mur infranchissable, ou comme un signal à écouter. Une fatigue peut être perçue comme une condamnation, ou comme une invitation à ralentir sans renoncer. Ce sont ces interprétations intérieures qui façonnent profondément la manière de vieillir. Le mental n'est pas seulement ce que l'on pense, mais ce que l'on se raconte. Et les récits que l'on se fait sur soi deviennent des réalités intérieures très puissantes. Lorsqu'une personne se répète chaque jour, lorsqu'une personne se répète chaque jour. À mon âge, c'est normal d'être inutile. Son corps finit par se comporter comme s'il l'était. À l'inverse, lorsqu'une personne se dit « j'ai encore quelque chose à offrir », son énergie se réorganise autour de cette idée. Ce n'est pas une question de magie, mais de cohérence intérieure. Le corps suit souvent ce que l'esprit autorise. Quand l'esprit renonce, le corps capitule plus vite. Quand l'esprit persévère, le corps trouve parfois des ressources insoupçonnées. Après 60 ans, la vie nous enlève certaines choses, mais elle nous offre aussi une autre richesse, celle de l'expérience. Et cette expérience peut nourrir un mental plus stable, plus lucide, moins impulsif. Si elle est bien intégrée, elle devient une force intérieure qui compense largement certaines pertes physiques. Il arrive souvent que ce ne soit pas la maladie qui fait le plus souffrir, mais la peur de la maladie. Pas la solitude réelle, mais la crainte de devenir seul. Pas la faiblesse, mais l'anticipation anxieuse de la faiblesse. Et c'est là que le mental joue un rôle central. Il peut amplifier la souffrance, ou au contraire, l'adoucir considérablement. Un esprit apaisé ne supprime pas les difficultés, mais il dit qu'elles deviennent envahissantes. Il permet de ne pas réduire toute son identité à ses douleurs, à ses limitations, à ses pertes. Il rappelle qu'un être humain n'est jamais uniquement ce qu'il ne peut plus faire, mais aussi tout ce qu'il peut encore ressentir, comprendre, transmettre, aimer. Après 60 ans, on a parfois l'impression que le corps trahit,
Mais bien souvent, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas la trahison du corps, c'est le regard sévère que l'on pose sur lui. Quand on cesse de se battre contre ce qui change, pour commencer à dialoguer avec ce qui reste possible, le rapport à soi se transforme profondément. Le mental devient alors un espace de liberté intérieure. Même quand le corps est limité, l'esprit peut encore voyager, réfléchir, imaginer, créer du lien, ressentir de la beauté, éprouver de la gratitude. Et cette liberté intérieure agit comme un véritable soutien vital. Elle ne guérit pas toujours le corps, mais elle empêche l'âme de s'éteindre. Il y a des personnes âgées physiquement fragiles qui dégagent une force tranquille, impressionnante. Leur corps est lent, mais leur présence est pleine. Leur voix est douce, mais leurs mots sont solides. Leur démarche est hésitante, mais leur regard est lumineux. Ce contraste révèle une vérité profonde. Ce n'est pas la vigueur physique qui définit la vitalité d'un être humain, mais la qualité de son lien à la vie. Après 60 ans, cultiver son mental devient presque un acte de santé publique. Car un esprit nourri de curiosité, de sens, de liens, de projets modestes, mais vivant protège indirectement le corps. Il favorise l'élan, la motivation, l'envie de prendre soin de soi, l'ouverture aux autres, la capacité à demander de l'aide sans se sentir diminué. Et surtout, un mental vivant permet de rester en relation avec le monde. Car ce qui accélère le vieillissement le plus violemment, ce n'est pas le temps, mais la rupture avec ce qui nous entoure. Quand l'esprit se ferme, le monde se rétrécit. Quand l'esprit reste ouvert, même un corps fatigué peut encore rencontrer, échanger, s'émouvoir. Le mental joue un rôle plus puissant que le corps après 60 ans, parce qu'il est ce qui relie encore l'être humain à la vie, même lorsque celle-ci devient plus lente, plus fragile, plus silencieuse. Tant que l'esprit continue de dire oui à quelque chose, une personne, une idée, une émotion, un souvenir, un projet, l'être humain ne vieillit jamais tout à fait, il se transforme, il se déplace, il s'approfondit. Il change de rythme mais pas de valeur intérieure. On croit souvent que pour transformer sa vie, il faut tout bouleverser, changer radicalement son rythme, ses lieux, ses relations, ses habitudes. Comme si seule une révolution spectaculaire pouvait modifier le cours des choses. Pourtant, après 60 ans plus encore qu'avant, ce ne sont pas les grands bouleversements qui façonnent réellement le vieillissement, mais les gestes minuscules, répétés, presque invisibles, qui jour après jour sculptent lentement notre manière de vivre le temps. Une petite habitude est comme une goutte d'eau. Une seule goutte paraît insignifiante, mais répétée sans cesse, elle peut creuser la pierre la plus dure. Le corps, l'esprit et le cœur fonctionnent de la même manière. Ce n'est pas un effort isolé qui transforme durablement, mais une continuité douce et patiente. Après 60 ans, les grands changements peuvent parfois épuiser, décourager ou fragiliser. En revanche, les petites habitudes respectent le rythme intérieur. Elles s'intègrent sans violence, sans forcer, sans rompre l'équilibre déjà fragile que l'âge a parfois imposé. Elles avancent à pas feutrés, mais elles avancent loin. Se lever chaque matin et ouvrir la fenêtre pour respirer profondément quelques secondes. Prendre le temps de marcher 10 minutes plutôt que rester immobile toute la journée. Boire un verre d'eau en pleine conscience. Lire quelques pages au lieu de renoncer à lire un livre entier. Échanger un mot sincère avec quelqu'un plutôt que rester enfermé dans le silence. Ces gestes n'ont rien d'extraordinaire. Et pourtant, ils sont puissants. Le vieillissement est rarement accéléré par un seul événement brutal, mais par une accumulation de petits renoncements. On renonce un jour à sortir, puis à bouger, puis à appeler. Ce ne sont pas les grandes catastrophes qui éteignent lentement la vie intérieure, mais ces abandons discrets, presque imperceptibles. À l'inverse, les petites habitudes sont des actes de résistance contre cette lente extinction. Elles disent, chaque jour, sans bruit. Yoga, je suis encore là. Je prends encore soin de moi. Je m'accorde encore de l'attention. Yo, et cette attention quotidienne,
change profondément la manière de vieillir. Il est plus facile de décider une fois. Yoga, je vais changer mes mœurs, que de décider chaque jour. Et oui, je vais faire un petit geste pour moi heureux. Pourtant, c'est ce deuxième choix qui transforme réellement, car il s'inscrit dans le réel, dans la durée, dans le possible. Après 60 ans, le corps et l'esprit n'ont plus besoin d'être brusqués, mais accompagnés. Les petites habitudes respectent cette sagesse. Elles ne demandent pas d'héroïsme, seulement de la constance, et la constance, bien plus que la volonté brutale, est ce qui soutient la vie sur le long terme. Une personne qui décide de marcher 10 minutes chaque jour aura, au bout d'un an, parcouru bien plus qu'une personne qui décide une fois de courir un marathon et n'y revient jamais. Une personne qui prend chaque jour quelques minutes pour se calmer, respirer, réfléchir, se recentrer, construira une stabilité intérieure que ne donnera jamais une seule grande retraite spirituelle isolée. Les petites habitudes ont aussi un effet psychologique profond. Elles redonnent un sentiment de maîtrise. Quand on vieillit, on peut avoir l'impression que tout nous échappe. Le corps change, les proches partent, le monde évolue trop vite. Les petits gestes quotidiens sont alors comme des repères, des points d'ancrage. Ils disent « Et sur ceci, j'ai encore un pouvoir. Sur ceci, je peux encore agir. » Ce sentiment d'agir, même modestement, est essentiel pour ralentir le vieillissement intérieur, car ce qui vieillit le plus vite, ce n'est pas le corps, mais le sentiment d'impuissance. Et chaque petite habitude est une manière de lutter contre cette impuissance, sans violence, sans bruit, sans lutte frontale. Les grandes décisions sont souvent prises dans l'émotion, l'élan, parfois même dans la colère ou la peur. Les petites habitudes, elles, s'installent dans la sérénité, dans le réel, dans la douceur. Elles ne promettent pas de miracles immédiats, mais elles construisent des fondations solides pour la durée. Il y a aussi dans les petites habitudes une dimension profondément humaine. Elles respectent nos fragilités. Elles permettent d'avancer même les jours où l'on est fatigué, triste, découragé, car on peut toujours faire un tout petit peu, même quand on ne peut pas faire beaucoup. Un sourire donné chaque jour a plus d'impact qu'un grand discours prononcé une fois. Un appel passé régulièrement nourrit plus qu'une visite exceptionnelle. Une pensée bienveillante quotidienne soutient davantage qu'une promesse lointaine. Ce sont ces micro-actes de présence qui entretiennent la chaleur de la vie. Après 60 ans, le temps ne se mesure plus seulement en années, mais en qualité de jours. Et la qualité des jours se construit rarement avec des exploits, mais avec des attentions répétées. Chaque petit geste devient alors une brique invisible dans l'édifice de notre manière de vieillir. Ce qui est discret est souvent ce qui dure le plus. Ce qui est modeste est souvent ce qui transforme le plus profondément. Et dans cette logique, les petites habitudes quotidiennes deviennent une forme de sagesse, presque une philosophie de vie, celle qui préfère la persévérance à la performance, la régularité à l'intensité, la fidélité au spectaculaire. Vieillir lentement ne consiste pas à repousser violemment les limites, mais à les apprivoiser doucement. Et ce travail d'apprivoisement se fait rarement dans les grands gestes, mais dans la répétition tranquille de ce qui nourrit, apaise, soutient et relie, jour après jour, sans bruit, sans gloire, sans promesse excessive, mais avec une efficacité silencieuse qui transforme profondément la manière d'habiter le temps. On parle souvent de jeunesse comme d'une question de peau lisse, de muscles fermes, de souffle puissant. Pourtant, ce qui donne réellement une impression de jeunesse chez un être humain n'est pas ce qui se voit, mais ce qui se ressent. Il existe des visages marqués par le temps qui dégagent une vitalité profonde, une douceur lumineuse, une présence vivante, alors que d'autres, pourtant plus jeunes, semblent déjà fatigués de vivre. Ce contraste révèle une vérité essentielle. Ce qui maintient jeune, ce n'est pas l'absence d'épreuves, mais la manière de les traverser. La résilience émotionnelle
C'est cette capacité à recevoir les chocs de la vie sans se briser intérieurement. Ce n'est pas nier la douleur, ni prétendre que tout va bien quand tout va mal. C'est ressentir pleinement mais ne pas se laisser engloutir. C'est tomber sans renoncer à se relever intérieurement, même lentement, même avec hésitation. Après 60 ans, les pertes deviennent plus fréquentes. Des êtres chers disparaissent. Le corps change. Certaines libertés s'amenuisent. Certaines certitudes. Ces réalités pourraient suffire à assombrir profondément l'existence. Et pourtant, certains traversent ces tempêtes avec une étonnante vitalité intérieure. Ils pleurent, mais ils rient encore. Ils se souviennent, mais ils regardent encore devant. Ils acceptent la tristesse sans renoncer à la joie. La résilience émotionnelle ne consiste pas à devenir dur, fermé, indifférent. Bien au contraire, elle naît souvent d'une grande sensibilité. Ce sont ceux qui osent ressentir pleinement, qui développent cette capacité à se réparer. Refouler, nier, éviter la douleur n'empêche pas de vieillir. Cela accélère parfois l'usure intérieure. Accueillir ce que l'on ressent, même lorsque c'est difficile, permet au contraire de rester vivant de l'intérieur. Un être humain qui sait traverser ses émotions sans s'y perdre conserve une souplesse intérieure proche de celle de la jeunesse. Il ne se rigidifie pas dans la colère, dans l'amertume, dans la peur. Il laisse circuler ce qui doit circuler. Puis il retrouve, peu à peu, un espace de calme, de clarté, de présence. La rigidité émotionnelle vieillit plus vite que les années. Lorsqu'une personne s'enferme dans le ressentiment, la plainte permanente, la méfiance systématique, son regard se durcit, son cœur se ferme, son monde se rétrécit. À l'inverse, une personne capable de pardonner, de relativiser, de comprendre sans excuser, d'accepter sans se résigner, garde une ouverture intérieure qui donne une impression de fraîcheur. La résilience émotionnelle permet aussi de transformer les blessures en profondeur plutôt qu'en amertume. Une blessure non travaillée devient souvent une cicatrice rigide, douloureuse au moindre contact. Une blessure intégrée devient une zone sensible, certes, mais aussi une source de compréhension, de compassion, de sagesse. Et cette transformation est l'un des grands secrets de ceux qui vieillissent lentement. Oui, après 60 ans, il ne s'agit plus d'éviter toute souffrance. Cela est impossible. Mais d'éviter qu'elle ne définisse toute l'identité. On peut avoir connu des échecs, des abandons, des injustices, sans que ces événements deviennent le centre de ce que l'on est. La résilience émotionnelle permet de dire « Ok, cela fait partie de mon histoire, mais ce n'est pas toute mon histoire. » Elle permet également de préserver une capacité d'émerveillement. Et cette capacité est profondément liée à la jeunesse intérieure. S'émerveiller, ce n'est pas ignorer le tragique de la vie, c'est refuser qu'il efface toute beauté. Être touché par un paysage, une musique, un sourire, une attention, même après avoir beaucoup souffert, est une forme de victoire silencieuse sur le temps. La résilience émotionnelle se manifeste aussi dans la manière de gérer les relations humaines. Après 60 ans, on a souvent vécu des déceptions, des trahisons, des conflits. La tentation est grande de se fermer pour ne plus souffrir. Mais se fermer, c'est aussi se couper de ce qui nourrit. Résister émotionnellement, ce n'est pas se barricader, c'est apprendre à poser des limites, tout en restant ouvert, à se protéger, sans se dessécher. Un cœur résilient sait dire non sans haine, oui sans naïveté, attendre sans se résigner, lâcher sans se perdre. Cette souplesse intérieure est l'un des plus puissants ralentisseurs du vieillissement psychique. Car ce qui use le plus n'est pas ce que l'on vit, mais ce que l'on rumine, ce que l'on ressasse, ce que l'on refuse de transformer. Il y a une jeunesse qui ne se mesure pas en battements de cœur, mais en battements d'émotions. Tant qu'un être humain peut être touché sans être détruit, tant qu'il peut être triste sans se fermer définitivement, tant qu'il peut aimer, sans se perdre entièrement. Il conserve en lui quelque chose de profondément vivant. La résilience émotionnelle est un élixir de jeunesse, parce qu'elle permet de rester en mouvement intérieur, même lorsque le corps ralentit. Elle empêche l'âme de se figer dans une posture unique, dans un rôle unique, dans une histoire unique.
Elle permet de continuer à évoluer intérieurement, à se réinventer émotionnellement, à découvrir en soi des ressources nouvelles, parfois même tardivement, parfois même après des décennies de vie. Et plus une personne développe cette résilience, plus elle découvre qu'elle n'est pas seulement faite de ce qui lui arrive, mais aussi de ce qu'elle choisit d'en faire, de la manière dont elle transforme ses douleurs en compréhension, ses pertes en profondeur, ses fragilités en humanité visible. Il existe une différence immense entre continuer à vivre et continuer à exister réellement. Après 60 ans, beaucoup de personnes sont encore là, présentes physiquement, mais intérieurement déjà retirées du monde. Elles respirent, elles marchent, elles parlent, mais elles n'habitent plus vraiment leur propre vie. Et c'est là que le vieillissement s'accélère le plus dangereusement. Lorsque la vie cesse d'avoir une direction intérieure, donner du sens à sa vie ne signifie pas accomplir de grandes choses visibles. Cela signifie ressentir que ce que l'on fait, ce que l'on est, ce que l'on partage a encore une valeur, même modeste, même discrète. Un être humain qui sent que sa présence compte vieillit lentement, parce que son cœur reste engagé dans le mouvement de la vie. Après 60 ans, les rôles sociaux changent. Le travail s'arrête parfois, les responsabilités se déplacent, certains liens se modifient. Beaucoup ressentent alors un vide, comme si leur utilité avait disparu avec leur fonction. Pourtant, la valeur d'un être humain ne se limite jamais à ce qu'il produit économiquement. Elle réside dans ce qu'il transmet, dans ce qu'il inspire, dans ce qu'il soutient, parfois simplement par sa présence attentive. Donner du sens, c'est trouver chaque jour une raison intérieure de se lever, même simple. Préparer quelque chose pour quelqu'un, attendre une visite, nourrir une passion, prendre soin d'un lieu, d'un animal, d'une plante, d'un souvenir vivant. Ce sont ces petites raisons, souvent invisibles aux yeux du monde, qui entretiennent le feu intérieur. Quand le sens disparaît, même un corps encore solide se fatigue plus vite. Car l'énergie humaine ne vient pas seulement des muscles ou du sommeil, mais aussi de l'élan intérieur. Et cet élan naît de la sensation que la vie vaut encore la peine d'être vécue, investie, ressentie. Après 60 ans, donner du sens à sa vie, c'est souvent accepter que ce sens ne soit plus dans l'accumulation, mais dans la transmission. On ne cherche plus tant à posséder qu'à partager. On ne cherche plus tant à prouver qu'à offrir. Un conseil, une écoute, un récit, une expérience, un regard compréhensif deviennent alors des trésors que l'on peut transmettre sans s'appauvrir. Le sens est aussi lié à la capacité de relier son histoire personnelle à quelque chose de plus vaste que soi. Se sentir appartenir à une famille, à une communauté, à une tradition, à une mémoire, à une culture, donne une profondeur particulière à l'existence. On ne vit plus seulement pour soi, mais comme un maillon d'une chaîne humaine plus large. Donner du sens, c'est également continuer à se sentir concerné par le monde, ne pas se couper de ce qui se passe autour, même si l'on ne comprend pas tout, même si certaines évolutions inquiètent. S'intéresser, questionner, écouter, apprendre encore, même lentement, même avec difficulté, maintient un lien vivant avec la société et empêche de se figer dans une nostalgie stérile. Beaucoup de personnes âgées souffrent moins de la vieillesse que de l'impression d'être devenues inutiles, invisibles, secondaires. Restaurer le sens, c'est restaurer la dignité intérieure. Ce n'est pas attendre que les autres vous reconnaissent une valeur, mais reconnaître soi-même que sa vie, son parcours, ses blessures, ses joies, constitue une richesse réelle. Après 60 ans, le sens peut aussi prendre une dimension plus intérieure. On ne cherche plus toujours à faire, mais à comprendre. Comprendre son histoire, ses choix, ses erreurs, ses fidélités. Mettre de la cohérence dans ce qui semblait parfois chaotique. Donner un sens rétrospectif à sa vie est une manière très profonde de ralentir le vieillissement psychique, car cela transforme le passé en ressource plutôt qu'en poids. Vieillir lentement, c'est aussi accepter que le sens ne soit pas toujours clair, mais rester en quête. Ce n'est pas avoir toutes les réponses,
mais continuait à se poser des questions vivantes. Qu'est-ce qui compte encore pour moi? Qu'est-ce que je veux transmettre? Qu'est-ce que je veux encore ressentir pleinement? Qu'est-ce que je refuse de laisser mourir en moi? Le sens protège contre l'ennui profond, contre la lassitude existentielle, contre cette fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Lorsqu'une personne n'attend plus rien, ne désire plus rien, n'espère plus rien, le vieillissement devient brutal, même si les années ne sont pas si nombreuses. À l'inverse, une personne qui attend encore quelque chose, même petit, même modeste, reste intérieurement en mouvement. Point. Mieux donner du sens, ce n'est pas se mentir sur les difficultés, mais leur donner une place qui ne soit pas centrale. C'est refuser que la douleur, la perte ou la peur deviennent l'unique filtre à travers lequel on regarde la vie. C'est choisir consciemment ce que l'on nourrit en soi. La plainte ou la gratitude, la nostalgie ou la mémoire vivante, la résignation ou la présence. Après 60 ans, le sens est souvent lié à la capacité d'aimer autrement. Aimer sans posséder, aimer sans exiger, aimer sans attendre un retour parfait. Cet amour-là, plus libre, plus paisible, plus profond, est une source immense de vitalité intérieure. Il donne à la vie une saveur qui ne dépend plus de la performance, mais de la qualité de la relation. Vieillir lentement, ce n'est pas lutter contre le temps, mais habiter le temps avec densité. Et cette densité ne vient pas de la quantité d'activité, mais de la profondeur avec laquelle on investit ce que l'on fait, ce que l'on ressent, ce que l'on partage. Une vie peut être extérieurement simple et intérieurement extrêmement riche, si elle est traversée par un sens vivant, incarné, ressenti au quotidien, même dans les gestes les plus ordinaires.